Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Disparition du vol d'Air Asia, l'appareil probablement au fond de la mer, annonce faite ce lundi par les autorités indonésiennes. L'Airbus a disparu des écrans radars il y a un peu plus de 24 heures. 162 passagers étaient à bord. Et puis cette affaire qui avait créé un bras de fer entre l'Égypte et le Qatar, l'arrestation des 3 journalistes d'Al Jazeera il y a un an. Ils ont été condamnés pour soutien à la confrérie des frères musulmans, considérée comme une organisation terroriste. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la première chaîne panafricaine. Les recherches se poursuivent, mais l'on est toujours sans nouvelles de l'avion d'Air Asia. Les autorités indonésiennes estiment que l'appareil s'est probablement abîmé en mer. Air Asia a disparu des écrans radars ce dimanche alors qu'il ralliait l'Indonésie au Singapour. Toujours aucun signe de l'Airbus A320 disparu dimanche au-dessus de la mer de Java. Des avions et 12 vaisseaux du gouvernement indonésien sont déployés. Ils recherchent toute trace de l'avion. Aujourd'hui, nous élargissons la zone des recherches à 7 secteurs. Les 4 secteurs d'hier, plus 3 nouveaux secteurs qui se situent un peu plus au nord. Lundi matin, les autorités ont affirmé que l'avion s'était sans doute abîmé en mer. D'après les coordonnées qui nous ont été communiquées et les estimations du lieu possible du crash en mer, notre hypothèse est que l'appareil se trouverait au fond de la mer. L'Indonésie a déjà accepté l'aide de Singapour. La Corée du Sud, la Malaisie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie ont également proposé des renforts pour accélérer les recherches. La disparition d'Air Asia, un coup dur pour la compagnie low cost, une entreprise en constante progression depuis plus de 10 ans dans la région. Alors, comment Air Asia est devenue la reine du low cost dans la région? Suivons ce reportage. Now everyone can fly, maintenant tout le monde peut voler. Un slogan qui s'affiche sur tous les avions d'Air Asia. Plus gros transporteur à bas coût d'Asie, Air Asia est aussi, d'après le cabinet Skytrax, la meilleure compagnie low cost au monde depuis 2009. À sa tête, le magnat malaisien Tony Fernandes. L'ancien dirigeant de Time Warner rachète au gouvernement la compagnie alors moribonde en 2001. Le secteur aérien est secoué par les attentats du 11 septembre, mais Fernandes mise sur l'explosion du transport en avion chez les classes moyennes. Pari réussi, dès 2002, Air Asia est une entreprise rentable. En 2003, la dette est remboursée. Rapidement, Fernandes crée des filiales dans toute l'Asie du Sud-Est. Air Asia en compte désormais 8. La compagnie dessert environ 120 destinations, de la Chine à l'Australie, en passant par Hong Kong et l'Inde. La compagnie exploite exclusivement des Airbus. Avec 574 avions achetés depuis 2002, c'est l'un des premiers clients de l'avionneur européen. 3 fois plus rentable que la compagnie nationale Malaysia Airlines, frappée cette année par 2 catastrophes. Air Asia a connu en 13 ans une croissance spectaculaire. Jusqu'à présent, la compagnie n'avait jamais enregistré d'accident grave. La disparition de l'A320 reliant Surabaya à Singapour est un coup dur pour celle qui était considérée comme très sûre. Et le sauvetage du ferry national atlantique se poursuit au large de la Grèce. 200 personnes attendent encore d'être secourues. Le navire italien a pris feu dimanche en mer avec à son bord 498 personnes. Les opérations de secours ont été particulièrement difficiles en raison des conditions météo extrêmes. Ces images ont été prises par un hélicoptère des gardes-côtes italiens. On y voit le Norman Atlantique plusieurs heures après le début de l'incendie. À ce moment-là, 478 personnes sont encore à bord. Certaines ont trouvé refuge sur le toit du ferry pour échapper aux flammes et aux explosions qui retentissent au milieu du navire. La forte houle et le vent compliquent le travail des pompiers et des sauveteurs qui élitreillent des passagers au compte-gouttes pendant les accalmies. À leur retour sur la terre ferme, les premiers rescapés regardent ces images qu'ils ont tournées tout près du brasier avec leur téléphone portable et décrivent des scènes de panique. Au début, on ne comprenait pas ce qui se passait. Les gens couraient partout et l'équipage ne contrôlait rien. Il a fallu nous débrouiller par nous-mêmes.
Parti de Patras en Grèce, le Norman Atlantic faisait route vers Ancône en Italie. Le feu s'est déclaré dimanche au petit matin au niveau du parking du ferry. Difficile pour l'instant d'en connaître l'origine. Il faut parer au plus pressé, secourir ceux qui n'ont pas pu être élitreuillés pour l'instant. L'incendie aurait été maîtrisé. Le ferry pourrait être remorqué vers les côtes les plus proches. Le navire est maintenant tiré par un remorqueur venu de Brindisi. Mais il y a encore des difficultés. Le câble de remorquage s'est rompu à plusieurs reprises. C'est notamment dû à une mer très agitée et à des vents de force 8. Et ces conditions ont empiré. Malgré l'obscurité, les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit, menées par des navires des marines italiennes, grecques et albanaises, plusieurs hélicoptères et même des bateaux de commerce. De nombreux passagers du Norman Atlantic attendent toujours qu'on leur vienne en aide, pris au piège de ce navire en partie détruit. La plus longue guerre de l'histoire des États-Unis s'achève de manière responsable. Déclaration de Barack Obama, le président américain, a salué en ces termes la fin de la mission de combat de l'OTAN en Afghanistan. L'OTAN, c'est l'organisation des traités de l'Atlantique Nord, une mission qui a commencé il y a 13 ans déjà. L'OTAN n'a communiqué aucun détail sur le déroulement des cérémonies pour éviter tout risque d'attentat de la part des talibans. Il s'agissait de marquer la fin de 13 ans de combat dans un pays toujours en proie à une insurrection violente. Nous pouvons dire que ce jour-ci marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Aujourd'hui, l'OTAN achève sa mission, 13 ans d'efforts marqués par des résultats significatifs, mais aussi d'extrêmes sacrifices. Et je pense ici aux milliers de soldats blessés, ceux de la coalition, de l'armée afghane et de la police, qui ont donné leur maximum pour construire un meilleur futur à cette nation déchirée par la guerre. La Force internationale d'assistance et de sécurité va donc cesser ses activités le 1er janvier pour laisser place à la mission soutien résolu. 12 500 hommes resteront ainsi en Afghanistan pour aider et former l'armée afghane. L'ISAF a compté jusqu'à 130 000 soldats en 2011, mais son bilan est en demi-teinte. Au total, près de 3 500 soldats ont été tués. Et si les talibans ont perdu du terrain depuis 2001, leur action et leur influence restent fortes dans le pays, allant jusqu'à reprendre le contrôle de plusieurs régions. L'OTAN craint ainsi que les talibans ne tentent de revenir sur le devant de la scène politique en profitant du vide provoqué par la présidentielle qui a vu la victoire d'Ashraf Ghani sur son rival Abdullah Abdullah. 3 mois après, les deux hommes ne se sont toujours pas mis d'accord pour former un gouvernement. Malgré tout, les États-Unis vont poursuivre leur calendrier de retrait. Ils continueront néanmoins de fournir un soutien aérien à l'armée afghane et pourraient intervenir en cas de retour rapide des talibans. Nous poursuivons avec l'actualité. Il y a un an, jour pour jour, 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera étaient arrêtés et emprisonnés en Égypte. Ils ont été condamnés à des peines allant de 7 à 10 ans de prison pour soutien aux frères musulmans, considérés comme une organisation terroriste. Ces images datent du printemps dernier. Face aux juges de gauche à droite, Mohamed Baher, Mohamed Fahmy et Peter Crestet. 3 journalistes d'Al Jazeera emprisonnés depuis 1 an déjà. 3 hommes arrêtés le 29 décembre 2013 au Caire, puis condamnés à des peines de 7 à 10 ans de prison. Tout journaliste qui relaie des informations qui déplaisent au pouvoir est pris pour cible. Depuis 2013, 7 journalistes ont été tués en Égypte et plus de 12 ont fini derrière les barreaux. La justice reproche à ces journalistes d'avoir soutenu les frères musulmans, cette confrérie désormais considérée comme organisation terroriste depuis la prise de pouvoir des militaires. Cette affaire est aussi le résultat d'un bras de fer entre l'Égypte et le Qatar. Le Caire considère Al Jazeera comme le porte-voix de cet émirat favorable au président déchu Mohamed Morsi. La semaine dernière, la chaîne qatari a annoncé la fermeture provisoire de son antenne égyptienne, un geste pour apaiser les tensions. La fermeture de cette fréquence égyptienne, ainsi que le processus de réconciliation entre le Qatar et l'Égypte, vont aider à clore ce dossier. Je pense que ces journalistes seront acquittés ou graciés, soit par un juge qui abandonnera les charges, soit par une peine de prison avec sursis, ou encore par une grâce présidentielle. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l'émir du Qatar pourraient se rencontrer très prochainement lors d'un sommet à Riyad. Ils évoqueront peut-être le sort de ces journalistes dont le procès en appel doit débuter jeudi.
Sécuriser les fêtes de fin d'année et permettre aux populations de passer de bonnes fêtes, surtout dans la quiétude. C'est l'objectif affiché par les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Pendant cette période, des points stratégiques et des zones à risque sont sillonnés dans le district d'Abidjan. L'opération Mirador 2014 pour la sécurisation des fêtes de fin d'année se poursuit. Elle concerne aussi bien les axes routiers, les lieux de culte, de manifestations et les zones à risque. Pour la circonstance, le Centre de coordination des décisions opérationnelles a déployé ses hommes sur le terrain. Gendarmes, policiers et militaires qui composent cette unité sont présents dans les rues et lieux stratégiques avec leurs engins. Des éléments surveillent les carrefours et les entrées à grande fréquentation. Afin de s'assurer de l'effectivité de la présence de ces hommes sur les sites retenus, le coordonnateur des opérations du CCDO, le colonel Youssouf Kouyaté, a sillonné les différentes communes du district d'Abidjan. Il était important pour nous, tout le commandement du CCDO, de faire une visite terrain pour voir si les consignes sont appliquées. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous sommes sortis, nous avons vu ce qu'on doit rectifier, on va le faire. Avec un effectif de 750 hommes répartis en 5 groupes d'intervention, ce corps de sécurité a dans un premier temps pour mission de surveiller la capitale économique et dans un second temps de sécuriser les sites stratégiques, de faire reculer le grand banditisme et lutter contre le racket. Et sur un tout autre décor, au Maroc, chaque année, les chasseurs rechargent leurs fusils pour réguler la population des sangliers. Cet animal est connu pour les ravages qu'il provoque sur les cultures. Et des battues sont régulièrement organisées à cet effet avec le concours du Haut Commissariat aux eaux et forêts. Il aura fallu une quinzaine de chasseurs pour venir à bout de 8 sangliers dans la commune rurale Sidil Bouchouari, province de Chtuka Aitbaha, l'une des plus touchées par la surpopulation de ce mammifère forestier, devenu une problématique écologique. Le but de cette opération est la régulation de la population des sangliers afin de limiter les dommages qu'ils peuvent causer, notamment au niveau des exploitations agricoles. Les effectifs du sanglier ont connu une augmentation considérable depuis l'été dernier. Un surpeuplement à l'origine de la dégradation des cultures agricoles et des conditions de vie de la population. Les enfants ont peur en rentrant de l'école. Nous évitons de sortir le soir car ils rôdent aux alentours des maisons et ils détruisent nos cultures. Les parents sont inquiets pour leurs enfants qui ont peur de se rendre à l'école. Les gens d'ici vivent dans des conditions dangereuses. Dans la région Souss-Massadarha, 31 battues ont été organisées depuis l'ouverture de la saison de la chasse il y a 3 mois, durant lesquelles 183 sangliers ont été éliminés. Objectif, préserver la faune et les intérêts des agriculteurs. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous êtes très nombreux à l'avoir suivi d'ailleurs. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.